Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui on va parler d'écologie. Mais attention, on va pas parler d'écologie de manière moralisatrice ou dogmatique, on va parler d'écologie à la lueur des travaux d'Aurélien Barraud, de Bruno Latour et un peu de Chewbacca aussi. Alors aujourd'hui, l'écologie est absolument partout, ça suscite un intérêt croissant du grand public. Après la démission très médiatique avec perte et fracas de Nicolas Hulot, donc ouais. Après les différents rapports et la saga du GIEC, après les rapports de 90, 95, 2001, 2004... 2007, 2014, et puis là, le tout dernier rapport qui vient de sortir, l'écologie est au premier plan dans nos institutions, et tout le monde à peu près a un avis sur le sujet. Pourtant, quand on y regarde de plus près, en fait, très peu de gens y comprennent réellement quelque chose. En fait, on nage comme ça dans une espèce de vision moraliste ou morale de l'écologie. Et comme d'habitude, on nage en plein conflit mimétique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est ta faute. Alors si vous n'êtes pas coutumier du concept de conflit mimétique et probablement donc que vous découvrez mon travail avec cette vidéo, je vous renvoie aux autres vidéos où j'explique un petit peu davantage ce que c'est, notamment la vidéo comment sacrifier son prochain ou soi-même sur la chaîne, également la vidéo sur le non-contact paradoxalement où je parle un petit peu quand même de cette notion, sinon vous pouvez lire directement René Girard dans le texte. De toute façon je vous referai une grosse vidéo qui traitera uniquement de ce sujet. Voilà. Alors ceci étant dit, mon propos ici dans la vidéo il est très simple. Il est simplement de dire que la plupart des gens, malgré le bruit qu'ils font, n'ont rien compris à ce que c'est que l'écologie. L'écologie, ça n'est pas quelque chose qu'on peut asséner comme ça avec l'index de l'autorité levé, comme ça, à coup de il faut et de on doit. And everybody's gonna save something now. Save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't even know how to take care of ourselves yet. Aujourd'hui, l'écologie, l'approche de l'écologie est tellement gangrénée par le conflit mimétique qu'en fait une large partie des écologistes que je peux voir intervenir dans les différents grands médias en fait se contentent de faire une espèce d'affrontement comme ça entre l'axe du mal et le camp du bien qu'ils incarnent tout naturellement. Vous polluez. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. Foutez-moi le camp. C'est une impasse totale. C'est une impasse totale parce que par définition, l'écologie, c'est penser à court, moyen et long terme le développement durable de la globalité avec tous les acteurs. Oui, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, je sais bien que j'enfonce des portes ouvertes. Mais quand je vois le nombre d'acteurs qui abordent l'écologie en se basant justement sur la logique du bouc émissaire, sur la logique du conflit mimétique, comme ça, je me dis mais c'est pas possible, ils n'ont rien compris à l'écologie. Et ça c'est absolument terrible, parce que si ce sont les chefs de lance de l'écologie qui n'ont rien compris à l'écologie, alors qui va faire de l'écologie? Et ça c'est terrible, parce qu'il y a une espèce comme ça d'obsession de s'occuper du monde extérieur, sans prendre le temps de percevoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et si on va dans le monde extérieur en étant totalement inconscient de nos filtres, inconscient de nos transhypnotiques particulières, inconscient de nos penchants à remettre en scène comme ça la logique sacrificielle, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer dans le monde extérieur? Eh ben dans le monde extérieur, il va se passer encore antitélie sur antitélie. Et naturellement, au nom du bien, au nom de l'écologie et au nom du développement durable. Mais de toute façon, les pires atrocités de l'humanité, se sont toujours faits au nom du bien. De toute façon. Donc à la limite, on s'en fout de l'étiquette. On s'en fout totalement de l'étiquette qui est dessus. Ce qui compte, c'est de voir dans le process, est-ce qu'il y a oui ou non conflit mimétique à l'intérieur même du process. Ça veut dire qu'une écologie globale, c'est une écologie qui prend en compte autant l'intérieur de l'individu que le monde extérieur. Or aujourd'hui, quand on parle d'écologie, qu'est-ce qu'on entend? On entend changer vos habitudes dans le monde extérieur. C'est-à-dire on est au maximum, on est au niveau des comportements. Changez vos comportements. On n'est pas du tout sur changer votre relation à vous-même. Changer votre propre manière de vous traiter vous-même, mais profondément. Réincorporer toutes les parties en vous-même, ce qui fait que vous allez réincorporer toutes les parties à l'extérieur. Qui tient ce discours? Moi, j'ai jamais entendu à ce jour. Hélas. Hélas. Donc, avoir une approche comme ça réellement écologique de l'écologie, si j'ose dire,
c'est justement être conscient de nos filtres, être conscient de nos transhypnotiques favorites et être conscient de tous les petits biais de notre foi qui justement pourraient entraîner des entités. Il va s'agir de conjuguer les différents éléments du système, les différents points de vue, les différents acteurs, sortir justement d'une logique du « ou » pour rentrer enfin dans une logique du « et », contrairement malheureusement à ce que je vois dans de trop nombreuses vidéos censées défendre le point de vue écologique. Donc ça va être la rencontre d'une maîtrise du monde extérieur, je dis maîtrise, je dis pas contrôle, mais maîtrise du monde extérieur par la science, mais pas par une science scientiste, par une science ouverte au transrationnel, par une science qui est consciente de tous ses biais, ou en tout cas d'une large partie de ses biais, et qui ne va pas se poser comme ça de manière docte au détriment du monde intérieur. Donc ça va être la rencontre d'une maîtrise extérieure avec une maîtrise intérieure obtenue via les différents outils permettant une maîtrise intérieure, dont l'hypnomachie, mais qui n'est pas la seule démarche qui a le monopole du monde intérieur, heureusement d'ailleurs. Voilà, et donc ça va être seulement la rencontre de ces deux sphères, de ces deux maîtrises, qui va être réellement digne d'être appelée écologie. Parce que si jamais on en sacrifie toujours une, ben voilà, on retombe dans la logique de René Girard avec on sacrifie l'intérieur à l'extérieur ou l'extérieur à l'intérieur. Et c'est cette société où les oppositions stériles dans lesquelles nous nous sommes empêtrés, qui a voulu qu'on oppose l'agriculteur à l'écologiste, l'industriel à la société de l'environnement, nous les refondrons par un vrai projet de réforme, d'investissement, de transformation de notre économie en profondeur. Non, je vous l'accorde, là c'est un discours creux, basé à 90% sur du langage hypnotique, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous le mettre, parce que même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. Quand on fait ce type de travail intégral, et ce peu importe si on commence ce chemin par une porte intérieure d'introspection ou par une envie de connaître le monde à l'extérieur, peu importe la porte d'entrée en fait, à partir du moment où on est rentré justement à l'intérieur, cela nécessite, et paradoxalement cela entraîne aussi, une certaine forme de vulnérabilité, ce que la tradition appelle la kénose. Et c'est typiquement ce type de vulnérabilité, de kénose, dont nous fait cadeau ici Nicolas Hulot, par exemple. C'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes. Mais je sais que si je repars pour 1 an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue. Cette vulnérabilité, elle est décrite dans la Bible, Marc 8, 35. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Hein. C'est la même idée qui est décrite par la tradition chrétienne ici. C'est l'état psychique là que nous a offert Nicolas Hulot dans cet extrait, c'est la base. C'est pas le but, c'est la base sans lequel aucune écologie n'est possible. Ça demande notamment d'être au clair avec notre impuissance fondamentale. Vous savez, l'être humain, quand il est face à un stress, on en avait déjà parlé dans la vidéo Hypnose et démocratie numéro 2, avec les rats de Laborie, quand un individu comme ça est face à du glyphosate, des perturbateurs endocriniens, de la pollution, des migrations, enfin bref, tout un contexte qui peut être perçu, et probablement à juste titre, comme anxiogène, eh ben il va essayer de faire un truc, il doit agir pour essayer de diminuer son angoisse. Il a besoin de contrôler son environnement. Sous notre apparence d'équilibre, la vérité, c'est que nous sommes complètement hors de contrôle. Tant qu'on n'est pas allé voir ce que les psys appellent le locus de contrôle, ce besoin comme ça de se raconter qu'on contrôle les choses, il n'y a pas d'écologie possible. L'autre jour, comme ça, je lisais un papier de l'université de Stanford, une étude faite par Gerald Crabtree, qui m'a donné une espèce de vertige absolument délicieux que j'avais envie de partager avec vous. C'était une équipe de scientifiques qui étudie comme ça la modification du génome. Comment à chaque génération, le génome se modifie et s'altère inévitablement. Alors déjà, quand on dit le génome s'altère, il y a déjà une forme d'idéologie là qui rentre par la porte de derrière. Hein, les plus malins d'entre vous l'ont déjà repéré.
que le génome s'altère, ça présuppose qu'il y a un état normal du génome. Or, biologiquement, ça n'a aucun sens. Biologiquement, je veux dire, la vie, elle surfe comme ça sur l'océan de l'existence, elle s'adapte. Mais il n'y a pas un moment donné qu'on pourrait prendre comme point de référence. Ou alors, c'est une convention, mais c'est totalement arbitraire. C'est totalement idéologique. Et l'équipe du professeur Crabtree, comme ça, justement, nous expliquait que ce qu'on est en train de vivre là, c'est exceptionnel. Les fonctions intellectuelles et émotionnelles seraient codées par entre 2000 et 5000 gènes. Et l'équipe du professeur Crabtree tend à travailler sur l'hypothèse qu'on aurait connu comme une espèce de pic de stabilité il y a 6000 ans, 2000 ans, une période comprise comme ça entre il y a 6000 et il y a 2000 ans. Et stabilité au niveau génétique, c'est-à-dire qu'on avait vraiment justement un génome qui permettait toutes les émergences qui ont permis à l'humanité de sortir de sa condition. Bon. Mais à chaque génération, vous n'êtes pas sans savoir que le génome s'altère. Alors la plupart des altérations sont totalement bénignes et font partie même du processus de sélection naturelle. Mais néanmoins, quand un père a une vingtaine d'années, en général, on assiste à au moins 25 mutations du génome chez son enfant. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Quand le papa il a 40 ans, plus de 40 ans, ce qui aujourd'hui est pas si rare, on assiste à environ 65 mutations dans son génome en moyenne. Enfin, pas le génome du père, hein, le génome de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on est vers une accélération de l'entropie dans notre génétique. Ajoutez à ça que la pression sélective tend à chuter, puisque aujourd'hui justement, par exemple, de plus en plus d'hommes arrivent à trouver des femmes et à se reproduire. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur les aléas de la drague et de la séduction. Donc du coup, on assiste comme ça à une altération petit à petit donc, de notre génome, ce qui amène aujourd'hui, la plupart des enfants sont porteurs d'environ 6 altérations significatives du génome qui perturbent leur fonctionnement cognitif et ou émotionnel. Donc ça peut aller de tous ce qu'on appelle les troubles 10, de tout ce qui est trouble avec hyperactivité, ça peut aller de troubles à reconnaître les émotions, ça peut aller de dérèglements hormonaux divers. Mais en tout cas voilà, donc ça veut dire que l'état de l'humanité qui là nous permet de nous comprendre et nous échanger, en fait est absolument exceptionnel. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, mais les équipes du professeur Crabtree proposent des modèles qui tendent à montrer qu'on en a peut-être encore pour 1 ou 2 millénaires, mais que c'est à l'échelle du monde, c'est rien du tout, une respiration. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Parce que nous sommes amenés comme ça à nous détériorer et à finir et à revenir dans cette espèce de maelstrom dont nous provenons, en fait, tout simplement. On n'aime pas trop ce genre d'idées, la plupart du temps on n'aime pas trop y penser. C'est pour ça que les idéologies comme ça du canon de Léonard de Vinci, de l'homme éternel et absolu, ont beaucoup de succès. Parce que ça nous permet de ne pas avoir à penser à la finitude, déjà à notre propre mort, et à la finitude de l'humanité, voire de la vie sur Terre en général. C'est pas des choses qu'on a envie de penser, c'est pas des choses qui sont agréables à penser. Alors, on se dirige naturellement vers les idéologies qui nous en détournent, voilà. Et je vous parle de ça parce que la façon d'aborder comme ça le réchauffement climatique et toute l'écologie, ça relève à mon avis du même processus de locus de contrôle. C'est-à-dire que plutôt que de reconnaître que nous sommes les habitants transitoires d'une planète qui nous extermine à peu près quand elle veut, et que nous sommes les jouets d'un univers que nous ne maîtrisons absolument pas, on se raconte des narrations comme quoi si on fait pipi sous la douche et qu'on fait un voyage de moins par an, on va réussir à sauver la planète. Oui, à très très court terme, admettons. Mais moi, mon invitation, c'est là, j'aimerais vous inviter à faire en sorte qu'on se pose comme ça, qu'on se pose dans notre impuissance, et qu'on arrête comme ça d'essayer de se planquer, de se cacher de nous-mêmes par des idéologies où on va se représenter l'homme comme ça, ou la terre comme quelque chose de bien fini, vous voyez, de statique. La vie, c'est ceci, alors qu'en fait, la vie, ça change en permanence. Il y a des formes de vie, on se demande comment elles font, mais elles sont viables, elles continuent à vivre. Et surtout qu'on arrête comme ça avec cette idée platonicienne de la normalité du climat, avec des gens qui nous disent qu'il va faire trop chaud ou trop froid. Non, c'est vrai, t'as froid. Tant qu'on est dans cette espèce de posture comme ça, où on se raconte qu'on doit faire quelque chose, et qu'on n'est pas dans l'acceptation, dans le lâcher-prise par rapport justement à son impuissance, à sa peur de mourir, à sa peur d'être annihilé, qu'on n'est à rien du tout à l'échelle de l'univers, eh ben on est cuit.
On est cuit parce qu'on a des appels, on a des points d'accroche émotionnels pour se faire simplement avoir complètement par le locus de contrôle. Et c'est ça le travail du monde intérieur, pour pouvoir après faire de la science, mais libérer de ces pressions émotionnelles. Parce que tant qu'on n'est pas dans le lâcher-prise, en fait, on est dans une espèce de transe d'identification à une certaine forme, à une certaine idée de soi. En gros, on se raconte que... Tu sais que j'ai raison. Alors à la base, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur l'écologie, c'était vraiment pas au programme, et puis c'est quand je suis tombé sur la vidéo de plusieurs mecs, mais un notamment qui était dans cette espèce d'état de il faut faire quelque chose, ce truc complètement prisonnier de son locus de contrôle, je me suis dit merde, il faut que j'en fasse une vidéo là-dessus, parce qu'il y en a trop des mecs dans cet état-là, et ils se rendent pas compte de ce qui se joue à cet endroit-là. Voilà, et donc, alors avant d'analyser en détail les vidéos de ce monsieur dans quelques instants, c'est le moment du conseil de lecture de la vidéo. Enfin je sais pas si c'est vraiment un conseil de lecture, écoutez je sais pas, vous en faites ce que vous voulez, moi je suis très ambivalent. C'est Bruno Latour, Politique de la nature. Alors j'avais adoré le premier livre de Bruno Latour que j'avais lu, que je vous avais conseillé dans la vidéo sur l'épistémologie non dualiste, où je m'étais régalé. Là je suis beaucoup plus mitigé, notamment parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule idée dans le livre, et si comme moi vous l'avez compris au bout de 30 pages, les 200 ou 300 pages suivantes sont un petit peu... quand est-ce qu'ils rajoutent du nouveau quoi, hein. D'autant que la plupart des idées, là je voulais les communiquer dans cette vidéo. Ceci dit, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes resté sur un petit goût d'inachevé sur cette vidéo, si le premier livre de Latour vous a plu, et ben voilà, alors si jamais vous avez toute cette checklist, je vais y arriver, alors ça peut justifier effectivement l'achat de cet ouvrage, voilà, que je vous mettrai sur le site Bruno Latour, Politique de la nature. J'en profite aussi pour vous donner un deuxième conseil de lecture, je vous en avais pas donné dans la vidéo précédente. Je me suis régalé avec le Taleb, Nassim Nicolas Taleb, Jouer sa peau. Alors pareil, bon moi je suis fan de Taleb, donc de toute façon à la limite il me parlerait de ses vacances aux Bahamas, que je pourrais le lire et je serais bon client là-dessus. Probablement d'un niveau de qualité inférieur au Cygne Noir, ça sentait quand même bon, le 2 fait un petit peu pour délayer la sauce. Au départ je me demandais quand est-ce que ça allait décoller, et sur la fin, ça y est, les derniers chapitres, là je me suis régalé, là il y avait un petit peu de contenu. Voilà, donc je vous en mets 2, parce que comme je suis pas dithyrambique sur les conseils de lecture de ce mois-ci, voilà, je vous en mets 2 pour me faire pardonner, voilà. Donc je vous disais que j'ai fait cette vidéo après être tombé sur une vidéo qui parlait d'écologie et que j'ai trouvé absolument atroce. En fait, quand j'ai vu la vidéo d'Aurélien Barraud comme ça, qui est tellement tournée sur l'écologie, j'ai été littéralement sidéré de voir autant de techniques hypnotiques imbriquées en aussi peu de temps. J'avais littéralement tous mes warnings qui étaient en mode merde général. La situation actuelle est intenable. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Oh punaise, déjà ça commence mal. Oh déjà il modélise la vie en une seule dimension, punaise. Non, alors attends, garçon, l'enjeu c'est pas la croissance exponentielle dans un monde fini. L'enjeu c'est est-ce que on augmente la négantropie plus vite qu'on ne crée de l'entropie. Déjà commence par modéliser les trucs avec des modèles du 21e siècle. La carte n'est pas le territoire, et si en plus on n'utilise pas des cartes qui sont à jour, je veux dire là on commence vraiment à perdre de l'information d'entrée de jeu. Déjà on sait que ça va enchaîner des conneries, mais enfin bon, allons-y. Alors que la science depuis des décennies nous explique la catastrophe qui est en cours, il est maintenant, pas dans 2 ans comme le dit l'ONU, pas dans 10 ans comme le disent les plus sages, maintenant nécessaire de prendre les mesures radicales. Alors, oh là là, mec, ça commence là, et déjà t'assumes pas tes émotions. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a un truc qui t'habite, avec lequel t'es pas confort, et ça, y a pas de problème, je suis complètement ok pour qu'on en parle. Mais déjà, plutôt que ce soit toi qui décrète unilatéralement qu'est-ce qui est nécessaire, moi j'aimerais que tu arrêtes ce langage hypnotique là, cette espèce de prise de pouvoir sémantique, et que tu te rappelles simplement qu'en face, il y a une altérité, déjà. Je crois que c'est indispensable que la réception du sérieux change de camp. C'est pas français ça, non. Mais bon, c'est pas grave, je comprends ce que tu veux dire. Et puis au moins t'assumes tes émotions, là je comprends, voilà, c'est ok, d'accord. On ne peut pas continuer à donner l'image d'écologistes qui sont des doudingues, qui sont des rêveurs, qui sont des idéologues ou des idéalistes, tandis que les économistes néolibéraux seraient les hommes sérieux en costume cravate. Oh punaise! Ah oui, là on est vraiment dans ce que décrivait Camus quand il disait que mal nommer les choses c'était ajouter du malheur au monde. Je veux dire là franchement, enfin où je comprends pas, où je comprends trop, mais malheureusement souvent je comprends trop, c'est... Capitaine, je ne comprends pas. Moi je crois que j'ai compris.
À la limite, ça m'évoque, tout ce que ça m'évoque, c'est l'emploi du terme néolibéralisme. Là, ça m'évoque une citation, je crois que c'est de Mill, je crois. Croire que tout ce qui a reçu un nom doit être une entité ou un être ayant une existence propre. C'est pas parce qu'on nomme quelque chose que ça existe, c'est pas parce qu'on nomme quelque chose que le modèle qu'on utilise a de la pertinence. Et malheureusement, à ce jour, je crois que l'immense majorité, pour pas dire la totalité des gens qui employaient le mot de néolibéralisme avaient tous un point commun, c'est qu'ils n'avaient rien compris à l'économie. Ça ne désigne rien. Soyons clairs, être devant le gouffre et accélérer, ce n'est pas sérieux. Mais c'est surtout une putain de métaphore hypnotique, personne va jamais te dire « Ah oui, devant un gouffre, il faut accélérer !» Et c'est ce que nous recommandent, pas tous, mais un certain nombre d'économistes. Non, c'est ce que tu en comprends en pleine confusion entre la carte et le territoire. C'est en tout cas le dogme dominant à l'heure actuelle. Bon, en principe, en théorie, l'économie, c'est censé être scientifique. Une science, c'est pas vraiment censé être dogmatique. Mais bon, ça a l'avantage, là, de polariser un petit peu le débat avec les vilains dogmatiques et puis l'axe du bien. Ça simplifie un petit peu les choses, effectivement. Je crois qu'il faut quand même rappeler que pour nous autres, êtres vivants, membres de la grande tribu des vivants... Tu es une tribu! Tu es une tribu! Tu es une tribu! Tu es une tribu! Je suis une tribu! La seule attitude sérieuse... Non, mais non. Dans la vie, quand t'as qu'une seule solution à un problème, c'est qu'en général, t'as pas assez réfléchi. Ou alors, c'est simplement une grosse technique d'hypnose, ce qu'on appelle une réduction des alternatives. Ouais! C'est précisément de tenter de continuer à sauvegarder la vie. Mais tout le monde est d'accord avec ça, nom de Dieu. Là, on a l'impression je suis pour la vie, on dirait un concours de Miss France. Que voulez-vous faire plus tard? Le bien autour de moi, Jean-Pierre. Mais tout le monde veut sauvegarder la vie, je veux dire, ça va, ça c'est bon, on a compris. La vraie discussion, elle est sur qu'est-ce qu'on met en place ou qu'est-ce qu'on met pas en place, elle est sur le comment, elle est sur le choix des stratégies, elle est pas sur le moi j'aime la vie avec le conflit mimétique qui dit et vous aimez pas la vie. Les gens qui aiment pas la vie, en général, ils se flinguent. Et ça appauvrit un peu le débat d'ailleurs. Aujourd'hui, pratiquement plus personne ne doute de la réalité et de la dramaticité, pourrait-on dire, du changement climatique. Plus personne ne doute de l'extinction des espèces. Et encore une technique hypnotique. Ouais, on sait que quand on se met du côté de la majorité, on a tendance à paraître plus crédible. Ça a été largement étudié par la psychologie sociale. Mais le pseudo-consensus comme ça des 97%, ça vient à la base. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, mais la première, ça vient d'un sondage qui a été fait par John Cook en 2013. Alors, le problème, c'est que quand tu utilises un petit peu ton système 2, ton néocortex pour regarder la méthode du papier, tu réalises que... Alors, 66,4% des études n'ont pas d'avis sur l'origine anthropique du réchauffement climatique. Déjà, boum. Donc tu en as effectivement 32,6% qui soutiennent cette hypothèse, 0,7% qui la rejettent et 0,3% qui se tâtent. Donc en fait, quand on dit 97% des scientifiques soutiennent la thèse du réchauffement, la cause anthropique du réchauffement climatique, putain, mais c'est 97% des 32,6%, putain, mais c'est un procédé absolument odieux. Et toi, tu nous soutiens tranquille comme ça que la majorité, elle pense que... Mais oui, mais parce qu'on lui a vendu sans réflexion, on lui a dit les scientifiques pensent que, et les gens ils ont fait ah bon bah d'accord, ils sont pas allés voir le papier, ils sont pas allés vérifier la méthodologie, etc. D'ailleurs, il y a une autre étude qui a essayé de corriger le tir, dont on n'a pas forcément parlé beaucoup. Vous y en avez comme ça, où ils ont étudié 10 000 scientifiques. Alors déjà, sur 10 000 scientifiques à qui ils ont envoyé des questionnaires comme ça, pour obtenir leur avis et leur ressentiment, c'est l'étude de Doran Zimmerman, si vous voulez aller voir, ils ont déjà eu que 3 000 réponses, déjà. Donc 3 000 réponses sur 10 000 envois, déjà. Et sur ces 3000 réponses, ils ont sélectionné 77 scientifiques, dont 75 ont validé la thèse. Bah c'est vachement bien, tu choisis les mecs qui répondent et après tu dis « Oh, il y a 97% de consensus ». C'est une fumisterie, ne me croyez pas, je vous ai donné les sources, allez voir par vous-même. Il n'y a presque plus de négationnisme. Négationniste, c'est vraiment un procédé manipulatoire, parce que ça renvoie directement à un des plus gros nexus de notre époque. Est-ce que j'ai une tête de négationniste, moi? Ils sont ridicules, ils sont discrédités. Ah, tourner autrui en ridicule. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour. On peut tourner autrui en ridicule. La question que je pose, c'est, on prétend après faire de l'écologie? Je veux dire, sérieusement? Donc nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Ça veut pas dire ça, génocide. Un génocide, c'est la volonté de faire disparaître de la planète un groupe de personnes pour des raisons politiques, religieuses, ethniques, économiques, raciales. Non, je comprends ce que tu veux dire, j'arrive à me relier à ton élan du cœur, etc. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu veux, tu aurais employé ce mot fort, très fortement connoté, génocide. Tu aurais employé ce mot-là
au milieu d'un discours respectueux, rationnel, qui respecte l'altérité des autres, qui est dénué de procédés hypnotiques, etc., j'aurais pas relevé. Mais là, au milieu de toutes les autres techniques hypnotiques, non, là ça passe pas. C'est comme ça, pourrait-on dire. Donc la seule manière de nous sauver aujourd'hui... Mais tu m'emmerdes avec ta seule manière de faire, là. Il y a plusieurs manières de faire. C'est que les dirigeants, c'est leur rôle. Oh putain, tout s'explique. Ah mais en fait, oui, c'est ça. T'as délégué ta capacité de penser à des dirigeants ou à d'autres personnes. Ok, d'accord. Ouais, bon, ok, bah c'est cohérent avec le reste en même temps. Hein. C'est pour ça que nous leur déléguons notre pouvoir, c'est pour ça que nous les élisons. Il faut donc qu'ils assument leurs fonctions et qu'ils nous sauvent. Donc là, tu attends que papa nous sauve. D'accord. Et ben, c'est totalement donc cohérent avec ce que j'avais déjà exprimé dans la vidéo sur le socialisme quand je parlais d'enfants dans des corps d'adultes qui attendent papa. Ils sont très exactement là pour ça. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. Oui, vas-y. Il y a un début de prise de conscience là. Allez, vas-y. Allez, dis-le. On ne peut plus accorder notre confiance à un pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité. Oui, vas-y. Je pense qu'il faut des mesures coercitives. On ne peut pas continuer à faire semblant de laisser entendre que tout est compatible avec tout. Mais tout est compatible avec tout, ça s'appelle le réel justement. Ce qui existe, existe. C'est la base de la logique, c'est la première proposition d'Aristote. Ce qui est. Une croissance débridée n'est pas possible sans avoir des conséquences dramatiques sur la vie sur Terre, la vie humaine et la vie animale. Alors si par débridé tu veux dire dérégulé, dans ces cas-là, si je t'assure c'est possible, mais ça s'appelle juste de l'intelligence. Sinon, tu énonces là altruisme, et donc dans ces cas-là je te rejoins très volontiers. Autrement dit, vraisemblablement, il faut effectivement s'opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre confort, mais c'est finalement pour avoir la possibilité de continuer à jouir d'une planète habitable. Voilà, donc là on illustre totalement ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être dans une logique du ou et pas dans une logique de et. Si c'est ça aujourd'hui le discours écologiste, moi je vous le dis tout net, les yeux dans les yeux, on est foutu. Quand on interdit à un ivrogne de prendre le volant, bien sûr, il le ressent comme une perte de liberté. Mais enfin, ça permet quand même de sauver la vie des enfants qui vont traverser la route. Et personne ne niera que c'est une bonne chose. Une nouvelle métaphore hypnotique, dis donc, essentialisante de surcroît, hein, puisque on attribue à l'ivrogne, hein, c'est une caractéristique essentielle de l'être. C'est un ivrogne. Tu es un ivrogne dans ton être. Hein. On est reparti. Non, la vraie question derrière, c'est le caractère absolu de cette règle de droit positif qui consiste à empêcher un ivrogne de prendre le volant. Est-ce que c'est absolu? Bon, moi, à titre privé, je serais plutôt pour empêcher les gens de prendre le volant quand ils sont complètement murgés. Mais le fait que lui et moi, on soit d'accord là-dessus, en quoi est-ce que le fait qu'on ait une subjectivité partagée, ça la rend objective ou absolue? C'est pas du tout le cas. Et donc justement, là encore, présenter ce point de vue comme absolu, ça n'est ni exact, ni honnête, et c'est de la pure manipulation, quand bien même je serais subjectivement d'accord avec lui. C'est un peu pareil aujourd'hui. Nous avons des comportements, des attitudes qui sont létales, qui sont en train de tuer la planète. Mais quelle vanité! Quelle vanité! Compared to the people, the planet is doing great. It's been here 4.5 billion years. Do you ever think about the arithmetic? Planet has been here 4.5 billion years. We've been here, what, 100,000? Maybe 200,000? And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit to think that somehow we're a threat? That somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just floating around the sun? The planet has been through a lot worse than us. Been through all kinds of things worse than us. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, hundreds of thousands of years of bombardment by comets and asteroids and meteors, worldwide floods, tidal waves, worldwide fires, erosion, cosmic rays, recurring ice ages, and we think some plastic bags and some aluminum cans are going to make a difference? The planet isn't going anywhere. We are. La planète va nous survivre. Je lui fais confiance pour ça, t'inquiète pas.
eh bien peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le fond, t'as simplement envie d'un monde comme ça, qui soit plus écologique, plus durable, respectueux de la nature, où on répartit plus équitablement les ressources, où on pense un petit peu moins à son intérêt individuel. Je comprends tout ce que tu veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Alors à ce stade-là, je me sens un petit peu comme dans cette histoire des 3 moines, vous avez comme ça, vous avez le vénéré maître qui part en voyage et qui laisse 3 moines zen méditer dans un dojo zen, qui leur dit surtout ne dites rien en mon absence. Et là il y a une mouche qui passe. Et là, il y a le premier moine qui fait « Ah, saleté de mouche !» Du coup, il y a l'autre moine à côté qui fait « T'as parlé, le maître avait bien précisé qu'il fallait pas parler. » Et à côté, il y a le troisième moine qui sourit, qui fait « Vous êtes tous les deux des abrutis, il n'y a que moi ici qui n'ai pas parlé. » J'ai bien conscience que là, mon exposé peut donner un petit peu ce sentiment. Ce que je veux dire, c'est que là, il ne s'agit pas de faire de la logique sacrificielle sur la personne d'Aurélien Barraud. Ça n'a aucun intérêt. Déjà, parce que cette vidéo ne résume pas l'être d'Aurélien Barraud. Je suis sûr que si on se prenait une bière à un moment donné, ce serait sûrement quelqu'un de très sympathique et avec qui je passerais un très bon moment. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour amener le spectateur à dire « Oh, regarde ce con !» Je m'en sers simplement comme exemple. Comme exemple pour illustrer une thèse, pour expliciter déjà des procédés hypnotiques, parce que cette vidéo d'Aurélien Barraud a tourné partout. J'ai dit « Oh, c'est génial !» Mais nom de Dieu, parce qu'ils ne voyaient même pas là. J'ai même des gens qui m'ont dit « Ah bah non, je vois pas la moindre procédé hypnotique là-dedans, mais nom de Dieu !» Et ça veut dire que tant qu'on parle aux gens comme ça via des procédés hypnotiques, on ne peut pas faire d'écologie, par définition, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Voilà, je peux comprendre le point de vue de personnes qui disent la situation est urgente, il faut qu'on utilise de l'hypnose parce qu'il faut qu'on ait un résultat, mais justement, ce que je dis, c'est que si on fait les choses de cette manière-là, on le fait depuis, parce qu'on veut un résultat rapide dans le monde extérieur, mais on va négliger le monde intérieur et le sien, c'est-à-dire qu'on ne va pas vivre sa vulnérabilité, on ne va pas vivre son impuissance, et on va aussi négliger le monde intérieur des autres en ne respectant pas leur monde intérieur, en utilisant l'hypnose pour obtenir un résultat de force. C'est donc la pleine illustration des thèses que je vous présentais en première partie de vidéo, et je vous invite à les prendre comme telles. Alors juste pour être clair, et pour revenir encore une énième fois là-dessus, mais observer, décrire une logique sacrificielle à l'œuvre, pourquoi? Parce qu'on en voit les mécanismes sacrificiels, ça n'est pas pointer du doigt et appeler à brûler la personne qui fait preuve de logique sacrificielle. Ce sont deux choses différentes. Dans le premier cas, on est avec son système 2, on est là en train d'essayer de faire de la science et d'observer ce qui se passe, etc. Alors que dans l'autre cas, on est en train de pointer du doigt, de faire appel au cerveau limbique et d'essayer de dire « Ouh, pendez-le, c'est un vilain méchant ». Voilà, évidemment, moi je ne suis pas là pour dire qui que ce soit est méchant, je suis simplement là pour amener votre conscience à un endroit qui est simplement de dire « Voilà, observez, moi je vois une logique sacrificielle ici, est-ce que vous la voyez aussi ?» Voilà, simplement. Donc ça n'est pas une logique sacrificielle de simplement dire qu'il y a de la logique sacrificielle là où il y en a. C'est une objection assez classique qu'on a déjà adressée d'ailleurs à René Girard. Il y répond entre autres dans son livre Sanglantes origines, où il dit « La différenciation importante que je fais envisage, d'un côté, le cas où la victime apparaît et où son statut de victime est justifié. Entre guillemets, on a raison de haïr l'ennemi, etc. Justification qui résulte du fonctionnement non conscient du mécanisme de bouc émissaire, parce qu'effectivement, dans une bonne bouc émissaire, on trouve toute une théorie qui explique, qui justifie justement la violence contre le bouc émissaire. Et de l'autre, le cas où on nous dit de manière très explicite que la victime est un bouc émissaire. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, le premier texte, la première façon de faire, cache, c'est-à-dire dissimule la logique de bouc émissaire derrière une narration en fait. Alors que dans le deuxième cas, c'est un discours qui révèle au grand jour la logique sacrificielle. C'est une différence fondamentale. Et d'après René Girard, c'est une des différences fondamentales qu'il fait justement entre les évangiles, la parole du Christ et justement les autres mythes. Alors que justement dans les deux cas, on peut dire oui, mais dans tous les cas, il y a des gens qui sont sacrifiés. Oui, oui, mais dans le cas typiquement donc, de Jésus étudié par René Girard, il y a cette idée de dire oui, mais lui il le dit au grand jour, il dit voilà, je suis bouc émissaire, et en fait vous servez de moi pour vous fédérer. Et ça amène de la conscience, ça amène de la clarté, et justement ça permet de sortir de cette transe générée par la logique du bouc émissaire. Alors oui, bien sûr, là, à ce stade, c'est le moment de dire oui, bien sûr, protéger la nature, c'est bien. Oui, évidemment, nous sommes en fusion avec la nature, nous sommes en symbiose avec la nature, et à la fin, entre l'homme et la nature, c'est toujours la nature qui gagne.
Enfin, passer ces quelques évidences dignes du concours Miss France, là on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Le but sur cette chaîne c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Et justement, Bruno Latour, dans son livre que je vous ai présenté tout à l'heure, met quand même en avant quelques idées qui sont pas inintéressantes, notamment de sortir de l'opposition comme ça entre l'homme et la nature. Dans son livre, Bruno Latour nous dit que nous fonctionnons avec un système à deux chambres. Vous avez d'un côté le politique et de l'autre côté le scientifique. En gros, on a une des chambres de décision qui a l'autorité sans la parole, l'autre qui a la parole sans l'autorité. En clair, le scientifique dit comment le monde fonctionne et le politique va ensuite promulguer des directives et voilà, que tout le monde va suivre. Bon. Dans son ouvrage, il propose justement un modèle transrationnel de l'écologie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il propose un modèle transrationnel, mais sacrificiel. Mais enfin, c'est certes un petit peu dysfonctionnel de mon point de vue, parce qu'il y a encore une composante sacrificielle que je trouve trop élevée, c'est pour ça que j'essaie d'aller au-delà de son livre dans cette vidéo. Néanmoins, le modèle transrationnel sacrificiel qu'il propose est déjà largement plus fonctionnel que ce qu'on fait aujourd'hui, donc je pense que ça vaut quand même déjà le coup de le lire, et puis éventuellement après, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller quand même lire Bruno Latour dans le texte, voilà. Mais bon, personnellement, je pense quand même que causer écologie en désignant un bouc émissaire... Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Drôle de coïncidence, pour terminer cette vidéo, le GIEC vient de sortir un tout dernier rapport. Alors j'ai pas encore eu le temps de vraiment l'éplucher, j'ai à peine commencé à regarder un petit peu ce qui se disait autour de tout ça, enfin ça a l'air assez sympathique. Je vous referai un retour à une deuxième vidéo des fois que je trouve vraiment des choses passionnantes ou que j'ai à revenir là sur ce que je dis, mais enfin à mon avis ça m'étonnerait. Je me base là-dessus sur un heuristique qui est la qualité scientifique des précédents rapports du GIEC, hein. C'est un heuristique de pensée évidemment. Mais notamment c'est absolument génial, on voit quand même que entre 1850 et 1900 on a, les personnes extrapolent, parce qu'en fait à l'époque il y avait très peu de stations de météorologie sur la planète, donc pour vous donner un exemple, entre 1850 et 1852 il y avait une seule station météorologique en Indonésie pour tout l'hémisphère sud, donc c'est-à-dire toutes les données quand on dit en 1850 dans l'hémisphère sud il faisait telle température, c'est basé sur une station en Indonésie, c'est vous dire la rigueur scientifique des différentes données. En 1906, seuls 50% du monde était couvert par des stations météorologiques, donc c'est en fait toutes les données qui sont avant 1906, enfin on a que la moitié des données dans le meilleur des cas, parce que vous imaginez bien, en 1970, il n'y avait même pas 50% du globe, donc c'est vraiment, voilà. Il y a même des moments, et ça c'est très emmerdant pour une publication qui se veut universitaire, c'est quand même très emmerdant qu'il y a des moments où ils confondent les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius. Enfin, je veux dire, on nage dans un truc où tant que ça caresse l'émotionnel dans le sens du vent, ça passe, on regarde pas, hein. Vous avez sûrement vu, il n'y a pas très longtemps, il y a des gens comme ça qui ont piégé des universitaires en faisant sortir des études sur la culture du viol chez le chien, etc. C'est passé comme une lettre à la poste. Enfin bref, nous sommes remplis de biais, et tant qu'on n'est pas conscient de ces biais limbiques, on ne peut pas faire de science digne de ce nom de Dieu. Bon écoutez, voilà, je vous passe tous les trucs que j'ai trouvés. Une ville de Colombie qui aurait eu une température de 80 degrés en moyenne pendant 3 mois, je veux dire non-stop. Enfin, c'est-à-dire que les valeurs aberrantes n'ont pas été corrigées, enfin bon, bref. Bref, voilà où on en est avec notre rigueur soi-disant rationnelle pour aborder la question écologique. Si on ne regarde pas ce qui se passe dedans, on va faire de la merde parce qu'on ne saura pas tout ce qui nous obstrue et tout ce qui nous bloque comme ça notre vision du monde extérieur. Et juste pour clarifier mon propos, je ne suis pas en train de me poser comme un prescripteur et d'affirmer qu'il ne faut rien faire. Je suis simplement en train d'inviter à mettre de la conscience sur un fait extrêmement simple, qui est que quand on utilise des heuristiques de pensée pour permettre l'action, alors on est dans l'action et on n'est pas en train de réfléchir. Donc je suis simplement en train d'inviter à ne pas se raconter à nous-mêmes que nous sommes en train de réfléchir, alors que nous sommes en train simplement d'utiliser des heuristiques de pensée dans le but de passer à l'action. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu as envie de nous mettre un petit pouce comme ça, pour nous soutenir, c'est toujours très agréable. Ceux qui ont envie aussi de nous soutenir via le Tipeee, je vous mets le lien dans la description. Ceux qui ont envie de nous rejoindre sur la page Facebook pour échanger, discuter un petit peu, aller plus loin dans le processus d'hypnomachie, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Salut Internet! Planet will be here for a long time after we're gone, and it will heal itself, it will cleanse itself, because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover, the earth will be renewed, and if it's true that plastic is not degradable, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm, the earth plus plastic.
The Earth doesn't share our prejudice towards plastic. Plastic came out of the Earth. The Earth probably sees plastic as just another one of its children. Could be the only reason the Earth allowed us to be spawned from it in the first place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old philosophical question, why are we here? Plastic.